Ma femme m'a dit qu'elle voulait de nouvelles sensations. 3 mots qui ont failli détruire notre mariage. Ce qui s'est passé ensuite m'a ouvert les yeux sur une vérité que personne n'ose dire. Elle passait des heures sur les réseaux sociaux, comparant notre vie à celle de blogueurs parfaits. Puis elle m'a proposé une relation ouverte. J'ai découvert ces messages avec une amie, planifiant comment me manipuler. J'étais à 2 doigts de tout quitter. Mais j'ai décidé de jouer selon mes propres règles. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Histoire d'infidélité. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment un homme a failli perdre sa femme à cause des réseaux sociaux. Comment il a retourné la situation et ce qui s'est réellement passé quand la manipulation s'est retournée contre elle. Cette histoire va vous montrer la face cachée des couples qui semblent parfaits en ligne. Dans les commentaires, écrivez-moi de quelle ville vous regardez cette vidéo et quel temps il fait chez vous en ce moment. Restez jusqu'à la fin, parce que le retournement de situation va vous surprendre. Je me tenais au milieu du salon et regardais ma femme, affalée sur le canapé, les jambes sous elle, le téléphone à la main, comme si dans cet écran se cachait enfin le sens de sa vie. Céline fit défiler quelque chose du bout du doigt, les sourcils légèrement froncés, puis ses lèvres esquissèrent un sourire nerveux. Quand elle leva les yeux vers moi, j'y vis un éclat nouveau, un mélange d'insatisfaction et d'un étrange enthousiasme. « Tu peux venir un instant ? On doit parler », dit-elle en verrouillant l'écran. Je sentis mes épaules se tendre. « Ça a l'air grave », répondis-je en essayant de plaisanter. « Je suis renvoyé de mon propre salon ?» Elle eut un petit rire sans joie et tapota la place à côté d'elle. Je m'assis, encore engourdi par la journée de travail. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je. « Tu as l'air différente. » Céline prit une inspiration. « Je veux de nouvelles sensations », dit-elle lentement en pesant chaque mot. Ces 3 mots résonnèrent en moi comme une alarme. J'avais créé mon entreprise en partant de rien, traversé la chute de plusieurs concurrents, gagné des appels d'offres de plusieurs millions d'euros. Pourtant, la phrase de ma femme de 25 ans me faisait plus peur que n'importe quel rendez-vous avec des investisseurs. La soirée a décommencé comme toutes les autres. J'étais rentré du bureau vers 20h, fatigué mais satisfait. Nous venions de signer un contrat sur lequel nous travaillions depuis 3 mois. L'appartement sentait quelque chose de sucré, vanille et agrumes. De la musique douce venait de la cuisine. Céline était assise dans le salon, enveloppée dans un peignoir de soie que je lui avais offert pour son anniversaire, payé environ 400 €. Elle ne leva même pas la tête quand j'ôtai mon manteau. « Salut », dis-je en posant ma serviette sur le fauteuil. « Salut », répondit-elle machinalement, les yeux toujours fixés sur l'écran. Je traversai le couloir, ouvris le réfrigérateur, pris une bouteille d'eau, bus quelques gorgées à même le goulot. De la cuisine, je la voyais de profil, la lumière du téléphone dessinant une ombre bleutée sur son visage. Elle tapait, effaçait, fronçait les sourcils, puis souriait à quelque chose que je ne voyais pas. Je revins près d'elle, posai doucement les mains sur ses épaules et me penchai pour regarder l'écran. Une autre influenceuse racontait ses voyages. Hôtel 5 étoiles, champagne sur les terrasses, coucher de soleil au-dessus de l'océan. Encore une qui vit dans un film, maugréai-je. Céline verrouilla l'écran d'un geste brusque. « Tu ne comprends pas, dit-elle. Regarde un peu leur vie. C'est beau, c'est intense. Et la nôtre n'est pas assez intense ?» demande-je piqué. Elle s'adossa, croisa les bras. « Dis-moi franchement, Vincent, tu es heureux dans notre mariage ?» Sa question me prit de court. « Oui, répondis-je après un instant. Globalement, oui. On n'a pas de gros problèmes, on vit bien, on... » « Globalement », répéta-t-elle en plissant les yeux. « Tu entends comment ça sonne ? Comme un rapport de comptable. » Je soupirai. « Et toi, tu es malheureuse ?» Céline fixa un point invisible devant elle. « Je me sens coincée, murmura-t-elle, comme si la vie passait à côté. Tous les autres vivent plus fort, plus librement, et nous, on tourne en rond entre ton bureau et cet appartement. On est mariés depuis 2 ans, dis-je calmement. On habite en plein centre, dans un grand appartement. Tu as une voiture, on ne se prive de rien. Tu as ton blog, tes abonnés. Qu'est-ce qui te manque exactement ?» Elle reprit son téléphone, l'ouvrit et me tendit l'écran. Des couples rayonnants, enlacés devant des montagnes, plongeant en scaphandre, sautant en parachute, dînant dans des restaurants étoilés. « Regarde ça, dit-elle. Ils voyagent, ils essaient des choses nouvelles, ils se créent des souvenirs. Et nous ?
Nous, on travaille pour payer tout ça, rétorquai-je, plus sèchement que je ne l'aurais voulu. Tu travailles, corrigea-t-elle. Moi, je t'attends. Tu as ton blog, insistai-je. Tu l'aimes, ce truc. 3000 abonnés, Vincent. 3000, c'est mignon, mais ce n'est pas une vie. Je veux autre chose. Elle chercha mes yeux. Tu ne vois pas que nous sommes coincés dans une routine? Tu es toujours au travail. D'autres hommes font des surprises, des voyages, des trucs fous pour leurs femmes. Toi, tu ramènes des dossiers. Je sentis la colère monter. Alors dis-moi clairement ce que tu veux, dis-je. Arrête avec les allusions. Qu'est-ce que tu proposes? Céline haussa les épaules, comme si la réponse allait de soi. Tu devrais le deviner tout seul, être plus attentif, plus présent, plus romantique. Je me levai, allai jusqu'à la fenêtre, observai la ville éclairée. D'accord, finis-je par dire. Je vais réfléchir. Le lendemain, je décidai d'agir. J'avais passé la matinée à vérifier des chiffres, mais en réalité, je pensais à elle. Vers la pause de midi, je appelai un nouveau restaurant italien dont tout le monde parlait et réservai une table près des fenêtres. Ce soir-là, je rentrai plus tôt que d'habitude. « Prépare-toi », dis-je en posant mes clés dans le vide-poche. « On sort. » Céline leva la tête, surprise. « On sort ? Où ça ? Tu verras. Mets ta robe noire, celle qui te va si bien. » Elle sourit malgré elle et disparut dans la chambre. Quelques minutes plus tard, elle réapparut dans cette robe achetée 1 mois plus tôt, un modèle à peu près à 500 €. Ses cheveux brillaient sous la lumière du couloir. « Alors » demanda-t-elle en tournant sur elle-même. « Magnifique, dis-je sincèrement. Allons-y. » Nous traversâmes la ville en voiture. Je cherchais les mots dans ma tête, un discours un peu solennel, quelque chose sur nous deux, sur notre histoire. Elle, à côté, vérifiait son maquillage dans le reflet de la vitre, recevait des notifications, répondait par de courts messages. Le restaurant était plein, vibrant de conversations, de verres qui s'entrechoquaient. Le serveur nous conduisit jusqu'à une petite table près d'une baie vitrée. À peine assise, Céline sortit son téléphone. « Attends, ne bouge pas », dit-elle en cadrant la suspension lumineuse au-dessus de nous. « C'est trop beau ici. » Elle photographia l'intérieur, les tables, les bouteilles derrière le bar, puis prit quelques selfies, changeant d'angle, de sourire, de filtre. Je fis signe au serveur, commandai une bouteille de vin, des entrées, puis les plats. « Tu veux goûter les raviolis à la truffe ?» demandai-je. « Oui, oui, ce que tu veux », répondit-elle sans lever les yeux. Ses doigts glissaient sur l'écran, elle retouchait des photos, hésitait entre 2 filtres, écrivait des légendes. Quand les salades furent servies, elle posa enfin le téléphone à côté de son assiette. « Bon, » dit-elle, « tu avais un plan, non ? C'est quoi le programme ?» Je pris une gorgée de vin. « Je voulais qu'on se souvienne de comment tout a commencé, » répondis-je. « Tu te rappelles notre rencontre, dans ce café, il y a 3 ans ? Tu riais tellement de mes blagues que le serveur t'avait apporté un verre d'eau par pitié. » Elle sourit vaguement. « Oui, je me souviens. » Ce jour-là, repris-je, j'ai compris que je voulais être avec toi, que je voulais construire quelque chose de sérieux, une vie, une famille. Céline m'écoutait, mais son regard glissait déjà vers la fenêtre. « C'est gentil, dit-elle enfin. Vraiment, mais je ne sais pas. Ça fait un peu discours appris par cœur, tu vois. »« Pardon, fis-je, pris de court. Je veux dire, c'est mignon, mais pas très original. Pourquoi on n'est pas allé sur un toit, par exemple, ou au bord de la mer, ou même faire un pique-nique quelque part? Là, on est juste au restaurant. » Je reposai mon verre, les mâchoires serrées. « J'ai pensé que ça te plairait, expliquai-je. Qu'on pourrait parler tranquillement, bien manger, passer une bonne soirée. » Elle eut un sourire tiré. « C'est bien, Vincent, mais c'est ce qu'on fait tout le temps. J'avais envie de quelque chose qui marque vraiment. » Elle reprit son téléphone, chercha une vidéo et la retourna vers moi. Un couple dînait dans une montgolfière, au-dessus d'un paysage doré par le soleil couchant. « Regarde, dit-elle. Lui, il a organisé ça pour elle. Tu imagines ce qu'elle a dû ressentir ? » Je suivis les images pendant quelques secondes, puis posai mon regard sur elle. « Tu trouves ça normal d'attendre ce genre de choses au quotidien ?» demandai-je. « Pas au quotidien, répondit-elle, agacée. Mais de temps en temps, oui. D'autres y arrivent, pourquoi pas nous ? Parce que, dis-je en retenant ma colère,
Le père de ce type possède une chaîne d'hôtels. Moi, je n'ai pas de fortune familiale. Tout ce que nous avons, je l'ai gagné seul. Et je n'ai aucune intention de brûler notre argent juste pour impressionner quelques inconnus sur Internet. » Son visage se ferma. Elle tourna la tête vers la fenêtre. Le reste du dîner se déroula dans une sorte de silence épais. Nous échangeâmes quelques phrases sur le plat, le service, la circulation, mais quelque chose s'était brisé. Sur le chemin du retour, Céline resta collée à son téléphone, les écouteurs dans les oreilles, tandis que je serrais le volant, concentré sur la route pour ne pas penser à la question qui tournait en boucle. À quel moment avons-nous perdu le fil ? Le lendemain, je partis tôt pour une série de rendez-vous avec des partenaires dans une autre ville. 3 journées de négociations, de chiffres, de salles de réunion sans fenêtre. Quand je rentrai enfin, tard dans la soirée, la tête lourde, j'ouvris la porte en espérant un minimum de chaleur. Céline était assise à la table de la salle à manger, une feuille de papier devant elle. « Tu es rentrée ?» constata-t-elle sans sourire. « Contente de me revoir ?» tentai-je. « Assieds-toi » dit-elle en poussant la feuille vers moi. « On doit organiser nos nouvelles sensations. » Je m'assis, intrigué. La feuille était remplie de sa petite écriture bien rangée. « C'est quoi ça ?» demandai-je. « Une liste » répondit-elle. « Des choses qu'on doit faire ensemble. Des idées pour les couples. » Je lus à voix haute. Séance photo romantique en studio. Voyage à la mer. Saut à l'élastique. Cours de danse en couple. Atelier de cuisine. Descente de rivière en rafting. Tu es sérieuse ? Oui, parfaitement sérieuse, dit-elle. J'ai trouvé un groupe où les filles partagent leurs idées. Tout ça, ce sont des choses que des couples normaux font. Ce n'est pas de la science-fiction. Normaux, répétai-je. Et nous, on est quoi alors ? Elle haussa un sourcil. On pourrait commencer par la séance photo, proposa-t-elle. Après, on enchaîne avec un week-end à la mer, ça nous ferait du bien. Je sortis mon téléphone, ouvris la calculatrice. Très bien, dis-je d'un ton neutre. Faisons un petit calcul. Séance photo, location du studio, photographe. Week-end à la mer, transport, hôtel, restaurant. Saut à l'élastique, animation, cours de danse, atelier de cuisine, rafting. Je tapais les chiffres, arrondis, ajoutais des marges. « On arrive à quoi ?» demanda-t-elle, un peu impatiente. « En gros, 3 500 €, dis-je. Et encore, je suis optimiste. » Céline leva les yeux au ciel. « Tu comptes tout, toi. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est triste. » « Je travaille environ 60 heures par semaine, répondis-je, la voix plus dure. Pour qu'on ait une vie confortable, pour qu'on n'ait pas à penser à chaque centime. Et toi, tu veux qu'on claque l'équivalent de plusieurs mois de loyer en quelques semaines de divertissement ? Ce ne sont pas des divertissements, répliqua-t-elle. Ce sont des souvenirs, des émotions. Ce qui reste quand tout le reste s'écroule. Ce qui reste, dis-je froidement, c'est aussi un compte en banque pas totalement vide. Elle se leva brusquement, la chaise raclant le parquet. « Tu ne comprends rien, lança-t-elle. Tu ne me comprends pas. Ton travail passera toujours avant ta famille. Je ne te demande rien d'extraordinaire, juste de vivre un peu. Mais tu préfères te marier avec ta boîte. »« Ce n'est pas vrai, protestai-je. Tout ce que je le fais pour nous. Pour toi, corrigea-t-elle, et pour ton ego. » Elle attrapa son téléphone, se dirigea vers la chambre. « Où tu vas ?» demandai-je. « Dormir, répondit-elle sans se retourner. Ou au moins essayer. » La porte claqua. Je restai seul dans le salon, la feuille toujours devant moi. Je la pliai machinalement, puis allumai mon ordinateur portable pour finir une présentation pour le lendemain. Les graphiques dansaient sur l'écran, mais je ne parvenais pas à me concentrer. Les mots de Céline tournaient en boucle. « Tu ne fais pas assez d'efforts. D'autres hommes sont meilleurs. Je mérite plus. » Une semaine plus tard, nous allâmes dîner chez mes parents. Ma mère avait dressé la table, préparé nos plats préférés, ravi de nous avoir enfin tous les deux à la maison. Mon père racontait sa dernière partie de pêche. Ma mère me posait des questions sur le travail. Céline restait assise avec un air absent, tripotant sa salade du bout de la fourchette, répondant par monosyllabes. « Et ton blog, ma chérie ?» demanda ma mère avec un sourire. « Comment ça avance ?» Céline s'anima aussitôt. « Oh, ça va bien, j'ai gagné pas mal de nouveaux abonnés ce mois-ci.
Je prévois de publier plus de contenu, d'explorer de nouvelles directions. C'est vraiment passionnant. Mon père posa sa fourchette et la regarda avec curiosité. « C'est intéressant, dit-il. Mais dis-moi, ça rapporte quelque chose, ce blog ?» Céline hésita. Son sourire se figea légèrement. « Pas encore, admit-elle, mais ça viendra. C'est une question de temps. Il faut d'abord bâtir une vraie audience. » Mon père hocha la tête lentement. « Je comprends, mais tu n'as jamais pensé à prendre un travail à mi-temps, en parallèle, histoire d'avoir un revenu stable pendant que tu développes ton projet. » Céline se raidit. Sa voix devint un peu plus sèche. « Tenir un blog, c'est aussi un travail, Pierre. C'est juste que les résultats ne sont pas immédiats. » Ma mère sentit la tension monter et se dépêcha de changer de sujet. « Qui veut encore du gratin ?» proposa-t-elle avec entrain. Mais le malaise flottait dans l'air. Après le dîner, alors que nous prenions le thé au salon, mon père m'attira discrètement dans la cuisine. « Tout va bien entre vous ?» demanda-t-il à voix basse. Je haussai les épaules. « Oui, ça va, pourquoi ?» Il me regarda avec insistance. « Écoute, je ne me mêle pas de ta vie, mais j'ai des yeux. » Céline était ailleurs pendant tout le repas. Ce n'est pas l'attitude d'une femme heureuse, crois-moi. Je ne répondis rien. Que dire de toute façon? Sur le chemin du retour, Céline elle-même rompit le silence. « Tes parents ne me respectent pas », lâcha-t-elle en regardant par la vitre. « Quoi? De quoi tu parles? Ton père sous-entendait que je suis une fainéante, et ta mère me regardait avec un air condescendant. » Je soupirais. « Céline, il s'inquiète pour nous, c'est tout. Mon père a travaillé toute sa vie, il valorise l'effort. Ce n'était pas une attaque. » Elle leva les yeux au ciel. « Ils sont d'une autre génération. Ils ne comprennent rien à la vie moderne, à l'économie numérique, aux créateurs de contenu. » « Les créateurs de contenu qui gagnent de l'argent, peut-être, marmonnai-je. Pardon? Rien. » De retour à l'appartement, Céline alluma immédiatement son ordinateur et me fit signe de m'approcher. « Regarde ça, » dit-elle en ouvrant un compte Instagram. Une jeune femme souriait sur chaque photo, dans des décors de rêve. Bio impeccable, partenariat avec des marques de luxe. « Elle gagne 1 100 € par mois avec son blog, » annonça Céline. 1100, tu imagines? Je me penchai sur l'écran. Et elle fait ça depuis combien de temps? Céline cliqua sur quelques liens, parcourut la page à propos. 5 ans, lut-elle. 5 ans, répétai-je calmement. Toi, tu es là-dedans depuis 6 mois. Tu comprends la différence? Elle fronça les sourcils. Oui, mais elle a commencé quelque part, elle aussi. Exactement. Et peut-être qu'elle a galéré pendant des années avant de percer. Peut-être qu'elle a travaillé à côté. Peut-être qu'elle a investi son propre argent. Tu ne sais pas. Céline referma l'ordinateur d'un geste sec. « Tu ne crois pas en moi, dit-elle froidement. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas une question de croire ou pas. C'est une question de réalisme. » Réalisme, répéta-t-elle avec mépris. Encore un mot pour dire que tu as peur de prendre des risques. Je sentis la fatigue me tomber dessus comme une chape de plomb. Je ne voulais plus me battre. Bonne nuit, Céline. Je me couchais sans attendre sa réponse. Allongé dans le noir, je fixais le plafond en me demandant quand tout avait basculé. Il y a 2 ans, nous étions heureux. Céline travaillait comme assistante de vente dans une boutique de vêtements. Nous nous retrouvions le soir, on se promenait, on riait, on faisait des projets. Après le mariage, elle avait démissionné. Elle voulait, disait-elle, prendre du temps pour elle, trouver sa voie. Je l'avais soutenue. J'avais pensé que je pouvais nous faire vivre à 2. Les premiers mois avaient été agréables. Elle testait différentes activités, yoga, peinture, cours de marketing digital. Puis elle s'était prise de passion pour le blogging. Photos d'elle, de nos repas, de l'intérieur de l'appartement, petits textes sur sa vision de la vie. Les abonnés arrivaient lentement, mais elle y croyait. Et puis quelque chose avait changé. Elle s'était mise à observer les autres, à comparer, à jalouser. Elle voulait des vêtements de marque pour ses publications, des sorties dans des lieux tendances, des voyages photogéniques. Je lui avais expliqué que tout cela coûtait cher, qu'il fallait bien gagner cet argent quelque part. Mais elle ne voulait pas entendre. Selon elle, j'étais radin. J'étais obsédé par l'argent. Je ne comprenais pas ses besoins. Pendant ce temps, je travaillais 12 heures par jour pour payer l'appartement, la voiture, ses tenues et les restaurants où elle m'emmenait pour ses photos.
présentant cette vie comme notre quotidien. Le lendemain matin, je fus réveillé par un appel. Mathis, un ami de l'université, me proposait de déjeuner. Nous ne nous étions pas vus depuis 2 mois, chacun noyé dans son travail. J'acceptais. J'avais besoin de parler à quelqu'un de sensé. Céline dormait encore quand je partis. Je lui laissai un mot sur la table de la cuisine et pris la route. Nous nous retrouvâmes dans un petit café près de mon bureau. Mathis était psychologue. Il tenait son propre cabinet, accompagné des couples et des familles en difficulté. On commanda des expressos et des sandwichs. Je me lançai, lui racontai tout. Il m'écouta sans m'interrompre, hochant parfois la tête. Quand j'eus terminé, il resta silencieux un moment. « Depuis combien de temps ça dure ?» demanda-t-il enfin. « 6 mois, peut-être un peu plus. » « Et qu'est-ce qui a changé dans votre vie pendant cette période ?» Je réfléchis. Rien de spécial. Je travaille comme d'habitude. Elle a son blog. On vit chacun dans notre bulle. Mathis but une gorgée de café. « Le problème, ce n'est probablement pas les nouvelles sensations en elles-mêmes, dit-il calmement. C'est qu'elle se sent perdue. Elle essaie de combler un vide avec des stimuli extérieurs. » Il reposa sa tasse. Les réseaux sociaux créent une illusion de vie parfaite. Les gens comparent leur réalité avec l'image retouchée des autres. Céline voit des blogueuses qui voyagent, reçoivent des cadeaux, et elle se dit que c'est la norme, que tout le monde devrait vivre comme ça. Et comment je sors de ce piège ? Demandai-je un peu désespéré. Est-ce qu'elle a des objectifs en dehors du blog ? Je restai muet quelques secondes. Honnêtement, je ne sais pas. Elle parle d'abonnés, de croissance, mais il n'y a pas de plan concret. Mathis hocha la tête. Alors parle-lui, sans reproche. Demande-lui ce qu'elle veut vraiment de la vie, ses rêves, ses projets à long terme. Et explique-lui ce que toi, tu ressens, que tu es fatigué de ces reproches constants, que tu ne travailles pas pour l'argent, mais pour construire un avenir. Je le remerciais, mais au fond, je doutais qu'une simple conversation change quoi que ce soit. Le soir, en rentrant, je trouvais Céline installée sur le canapé, ordinateur sur les genoux, en train de monter une vidéo. Elle découpait des séquences, ajoutait de la musique, ajustait des transitions. « On peut parler ?» proposai-je en m'asseyant près d'elle. « Oui, 1 seconde », répondit-elle sans lever les yeux. J'attendis. Au bout d'un moment, elle mit la vidéo en pause et se tourna vers moi. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je pris une inspiration. « Est-ce que tu es heureuse, Céline ? Vraiment heureuse ? Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie ?» Elle me regarda, surprise. « C'est une drôle de question ? Peut-être, mais j'ai besoin de savoir. Ces derniers mois, j'ai l'impression qu'on vit en parallèle, que tu es constamment insatisfaite, et je ne sais plus quoi faire. » Céline soupira. « Ce qui me manque, c'est l'adrénaline. La vie est devenue plate. Prévisible. » « On est ensemble depuis seulement 2 ans, rappelai-je. Ce n'est pas si long. On a encore tout devant nous. » Elle secoua la tête. « Je ne veux pas attendre. La vie, c'est maintenant. Il faut en profiter, tout prendre. » « Prendre quoi exactement ? » Elle sembla chercher ses mots. Des voyages, des émotions fortes, de nouvelles rencontres, des projets stimulants. « Et tu es prête à travailler pour ça ?» Son visage se ferma légèrement. « Je travaille déjà. Mon blog, c'est du travail. » Je tentai de garder mon calme. « Ton blog ne rapporte rien pour l'instant. Et pour vivre tout ce que tu décris, il faut de l'argent, un vrai revenu. » Céline leva les yeux au ciel, agacée. « Encore l'argent, toujours l'argent. Il y a des choses plus importantes, Vincent. Tu es trop terre à terre. » Je sentis la moutarde me monter au nez, mais je me retins. « Est-ce que tu trouves ça juste que je travaille 12 heures par jour pendant que tu me demandes en plus de t'offrir des aventures extraordinaires ?» Céline se leva brusquement. « Je ne veux pas continuer cette conversation, » dit-elle sèchement. « De toute façon, tu ne comprendras jamais. » Elle partit dans la chambre et claqua la porte derrière elle. Je restai assis dans le salon, fixant le vide devant moi. Mathis avait raison. La conversation n'avait rien arrangé. Ou peut-être l'avais-je mal menée. Les jours suivants se déroulèrent dans un silence glacial.
Céline ne m'adressait presque plus la parole, s'occupait ostensiblement de ses affaires. Je partais tôt le matin, rentrais tard le soir. Un soir, en entrant dans la chambre pour récupérer des documents, je la vis en train d'échanger des messages avec quelqu'un, riant aux éclats. Je ne cherchais pas à en savoir plus, mais la curiosité me rongeait. Quelques jours plus tard, je rentrais plus tôt que prévu. Céline était sur le balcon avec son amie Nathalie. Elle buvait du vin et riait bruyamment. Je les saluais. Nathalie me sourit d'un air contraint. Je passai à la cuisine, sortis une bouteille d'eau du réfrigérateur et captai un fragment de leur conversation. Nathalie disait quelque chose comme quoi Céline était trop douce, qu'il fallait exiger davantage, que les hommes ne comprenaient que le langage des ultimatums. Je me figeai près du réfrigérateur. Céline riait et répondait qu'elle allait essayer. Nathalie continua, racontant l'histoire d'une de ses connaissances qui avait mis son mari au pied du mur. Soit il lui achetait une voiture, soit elle demandait le divorce, raconta Nathalie. Et devine quoi? Il a acheté. Céline laissa échapper un petit cri admiratif. Comment on ose faire ça? Il faut juste connaître sa valeur, répondit Nathalie, et ne pas avoir peur de perdre quelqu'un qui ne t'apprécie pas à ta juste mesure. Je sortis sur le balcon, ma bouteille d'eau à la main. Elles se turent toutes les deux et me regardèrent. « Bonsoir Nathalie, dis-je froidement. Comment vas-tu » Elle haussa les épaules. « Très bien, merci. » Je me tournai vers Céline. « Tu peux venir une minute, on doit parler. » Nathalie se leva aussitôt. « Bon, il faut que j'y aille de toute façon, dit-elle en ramassant son sac. » Nous la raccompagnâmes, et dès que la porte se referma, je regardai Céline droit dans les yeux. « C'est Nathalie qui te conseille de me lancer des ultimatums ?» Céline rougit. « Tu écoutais aux portes ?» « Je ne faisais que passer dans ma propre cuisine, répliquai-je. Mais puisqu'on en parle, tu sais que Nathalie a été mariée 3 fois et qu'elle a divorcé 3 fois parce qu'elle construisait ses relations sur la manipulation et les exigences. Je ne pense pas que ces conseils soient très judicieux. » Céline croisa les bras, sur la défensive. « Nathalie est une bonne amie, elle veut juste m'aider. Tu es trop critique envers mes proches. » « Je ne critique pas à tes proches, corrigeai-je. Je te demande simplement de ne pas appliquer à notre mariage des méthodes toxiques venues d'ailleurs. »« J'ai le droit de parler à qui je veux et d'écouter les conseils que je veux, » répliqua-t-elle sèchement. Je soupirai. « Je ne t'interdis rien, je te demande juste de réfléchir avant d'agir. » Céline ne répondit pas. Elle se tourna vers la fenêtre, le regard fermé. Je partis m'enfermer dans mon bureau jusqu'à tard dans la nuit, triant des papiers et essayant de ne pas penser à ce qui était en train de détruire notre mariage. Le week-end, Céline annonça qu'elle voulait aller au centre commercial s'acheter un nouveau sac. Je lui rappelai qu'elle en possédait déjà 4, qu'elle ne portait presque jamais. « Ils sont tous vieux et démodés, » rétorqua-t-elle en levant les yeux au ciel. « Pourquoi en acheter un nouveau si tu n'utilises pas les autres ?»« Tu ne comprends rien à la psychologie féminine, » lâcha-t-elle agacée. « Les accessoires, c'est une partie essentielle du style. » Je proposais un compromis. Tu peux acheter un sac, mais dans une limite raisonnable, disons 200 €. Elle fronça les sourcils. J'en ai repéré un à 550. Je secouai la tête. On ne peut pas dépenser autant pour des choses qui restent au placard. Elle se vexa. Tu es radin. D'autres maris ne comptent pas chaque centime comme toi. Nous nous disputâmes encore. Céline claqua la porte et partit seule. Elle revint le soir avec plusieurs sacs d'une boutique de luxe. Je lui demandai combien elle avait dépensé. Elle jeta le reçu sur la table. 770 €. Un sac, des chaussures, une robe. Je regardai le reçu, puis elle. « Avec quel argent tu as payé ça ?» Céline répondit fièrement. « J'ai pris sur notre carte commune. » Je sentis le sang battre à mes tempes. « Cette carte est pour les dépenses communes, » expliquai-je en essayant de garder mon calme. Courses, factures, essence, pas pour du shopping personnel. Elle haussa les épaules. Tu contrôles trop les finances. J'ai le droit de dépenser de l'argent pour moi. Si tu veux dépenser, gagne-le toi-même, lâchai-je. Céline blêmit. Tu viens vraiment de dire ça, demanda-t-elle d'une voix blanche. Que c'est ton argent? Je hochai la tête. Oui, c'est moi qui l'ai gagné, et c'est moi qui décide comment on l'utilise. Elle attrapa ses sacs et s'enferma dans la chambre avec une telle violence que les vitres du buffet tremblèrent. Je restai dans le salon,
conscient d'avoir franchi une limite, mais sans le regretter. Pendant plusieurs jours, nous ne nous adressâmes presque plus la parole. Céline m'ignorait ostensiblement, quittait la pièce quand j'y entrais, mangeait seule. Je ne tentais pas de renouer le dialogue. J'étais trop épuisé par ces jeux. Le travail m'accaparait entièrement. La préparation d'un gros projet m'obligeait à rester au bureau jusqu'à tard dans la nuit. Un soir, je rentrais vers 1h du matin. Les lumières étaient encore allumées, de la musique jouait. J'entrai dans le salon et vis Céline devant son ordinateur. Elle lisait quelque chose, fronçait les sourcils, puis tapait rapidement. « Qu'est-ce que tu fais » demandai-je. Elle sursauta et referma brusquement l'écran. Rien de spécial. Je n'insistais pas. Je passais à la cuisine, réchauffais mon dîner, mangeais en silence, perdu dans mes pensées. Céline entra, se servit un verre d'eau, s'assit en face de moi. Nous restâmes ainsi 2 minutes sans un mot, puis elle prit la parole. « J'ai beaucoup réfléchi, dit-elle lentement, et j'ai pris une décision. Je levai les yeux, me préparant au pire. Je veux qu'on ait une relation ouverte. » Je ne compris pas immédiatement ce qu'elle voulait dire. « Pardon ?»« Une relation ouverte, répéta-t-elle calmement, où les 2 partenaires peuvent voir d'autres personnes, tout en restant mariés. » Je reposai ma fourchette et la fixai. « Tu es sérieuse ?» Elle hocha la tête. « J'ai lu des choses là-dessus, » expliqua-t-elle. « C'est devenu normal maintenant. Beaucoup de couples fonctionnent comme ça et sont heureux. » Je sentis quelque chose se briser en moi. D'où te vient cette idée ? J'en ai parlé avec mes amies, admit-elle. Elles connaissent des gens pour qui ce format marche très bien. On est mariés, rappelai-je. On s'est fait des promesses. Pour moi, le mariage, c'est la fidélité et la confiance. Les temps changent, répliqua-t-elle. Il ne faut pas s'accrocher à des concepts dépassés. Je me levai, ma voix restant étrangement calme. Je suis catégoriquement contre. Si tu as besoin d'une relation ouverte, alors ce n'est plus un mariage, c'est de la liberté totale. Et dans ce cas, nous n'avons plus rien à faire ensemble. Céline s'enflamma. « Tu es tellement conservateur, hurla-t-elle. Tu refuses d'essayer quoi que ce soit de nouveau. Tu étouffes tout ce qu'il y a de vivant en moi. » Je gardai mon calme. « Les nouvelles sensations n'impliquent pas forcément d'autres personnes dans notre lit, dis-je posément. Si tu t'ennuies avec moi, le problème n'est pas le format de la relation. C'est qu'on a cessé de s'intéresser l'un à l'autre. » Céline se mit à pleurer. « Je voulais juste essayer quelque chose de différent, semble-t-elle. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime plus. » Je la regardai droit dans les yeux. « Il y a quelqu'un d'autre ?» Elle hésita une fraction de seconde. « Non, bien sûr que non, c'est juste une idée. » Je ne la crus pas, mais je ne dis rien. Je déclarai simplement que j'avais besoin de réfléchir et partis m'enfermer dans mon bureau. Je m'allongeai sur le canapé, fixant le plafond, essayant de comprendre à quel moment ma femme était devenue une étrangère. Le lendemain, j'appelai Mathis et dû raconter notre conversation. Il resta silencieux un moment. « La situation est sérieuse, » finit-il par dire. « Vous devriez venir me voir ensemble, pour une vraie consultation. » « Elle n'acceptera jamais, » objectai-je. « Présente-lui ça comme une tentative de réparer votre relation, pas comme une thérapie. » Le soir même, je proposai à Céline que nous allions voir un psychologue ensemble. Elle parut surprise, mais accepta. 3 jours plus tard, nous étions assis dans le cabinet de Mathis. Il commença par des questions générales. Comment nous nous étions rencontrés, ce qui nous avait attirés l'un vers l'autre, quelles avaient été nos attentes du mariage. Céline répondit volontiers, racontant que je paraissais confiant, déterminé, qu'elle se sentait protégée avec moi. Mathis demanda ce qui avait changé. Céline réfléchit. « Il me consacre moins de temps, dit-elle. Le travail l'a complètement absorbé. Je me sens seul. »« Je travaille pour nous faire vivre, protestai-je. Ce n'est pas un loisir, c'est une nécessité. » Mathis hocha la tête et se tourna vers Céline. « Racontez-moi votre journée type. » Elle énuméra. Se lever tard, prendre le petit déjeuner, faire un peu de ménage, s'occuper de son blog, regarder des séries, discuter avec ses amis. « Et cela vous satisfait » demanda Mathis. Céline haussa les épaules. « Je me sens perdue, admit-elle. Je ne sais pas vers quoi tendre. Tout le monde autour de moi semble plus heureux, plus accompli.
Mathis expliqua doucement que les réseaux sociaux déformaient la réalité, que les gens ne montraient que leurs meilleurs moments et que se comparer à eux n'avait aucun sens. Il conseilla à Céline de trouver une activité qui lui apporterait satisfaction et sens, plutôt que de simplement combler le vide. Céline acquiesçait, mais je voyais bien que les mots n'atteignaient pas leur cible. Sur le trajet du retour, nous restâmes silencieux. Je finis par demander ce qu'elle en pensait. « Il a raison, le psychologue, répondit-elle, mais ça ne change rien. » Je lui suggérai de chercher un emploi, même à mi-temps, pour avoir un rythme, des interactions sociales. Elle grimaça. « Je ne veux pas travailler juste pour travailler. Je cherche ma vocation. » La plupart des gens ne travaillent pas par vocation, rappelai-je. Ils travaillent pour vivre. « Je ne veux pas être comme la plupart des gens, rétorqua-t-elle vexée. Je soupirai et n'insistai pas. Je comprenais que tant qu'elle ne voudrait pas changer, les discussions seraient inutiles. Une semaine plus tard, je tombais par hasard sur ses messages. Elle avait laissé son téléphone dans la cuisine. J'avais reçu une notification sur notre boîte mail commune concernant une livraison que je n'avais pas commandée. Je pris son téléphone pour vérifier si c'était elle qui avait acheté quelque chose et vis la messagerie ouverte. Une conversation avec Nathalie. Je savais que je ne devais pas lire, mais je ne pus m'en empêcher. Nathalie demandait comment avançait le plan. Céline répondait que c'était lent mais sûr, que je commençais à céder du terrain, que bientôt elle pourrait formuler de nouvelles exigences. Nathalie lui conseillait de ne pas se précipiter, de continuer à appuyer pour que je comprenne bien qui commandait. Céline acquiesçait, écrivait qu'elle en avait assez de jouer la malheureuse, mais qu'il fallait tenir encore un peu. Je relus le message plusieurs fois. Ainsi, tout ce temps, elle jouait la comédie. Les nouvelles sensations, la relation ouverte, l'insatisfaction, tout n'était qu'un spectacle pour me manipuler. Je reposai le téléphone exactement où il était et sortis de l'appartement. Je marchais dans les rues, essayant de me calmer et de décider de ma prochaine action. Le soir, je rentrais et me comportais normalement. Céline ne remarqua rien. Je décidai de ne pas faire de scène, mais d'agir froidement, méthodiquement. Si elle voulait jouer, elle allait être servie. Le lendemain, je consultai un avocat. Je voulais savoir comment se passait le partage des biens en cas de divorce, quels étaient mes droits, comment protéger mes intérêts. L'avocat m'expliqua que tout ce qui avait été acquis pendant le mariage se partageait par moitié, mais que l'appartement, acheté avant notre union, restait ma propriété exclusive. La voiture offerte à Céline pouvait aussi être contestée si je prouvais qu'il s'agissait d'un cadeau et non d'un achat commun. J'enregistrais chaque détail. Je rentrais chez moi avec un plan. Je décidai de mener une expérience, cesser de répondre à ses demandes et observer sa réaction. Céline me demanda de l'argent pour un nouveau téléphone. L'ancien avait été acheté 6 mois plus tôt et fonctionnait parfaitement. Je refusai, déclarant que je n'en voyais pas la nécessité. Elle fit la tête, mais ne dit rien. Quelques jours plus tard, elle proposa de partir en week-end dans une station balnéaire. « Je suis trop occupée par le travail, répondis-je. » Elle s'indigna, mais je ne cédai pas. Elle essaya de jouer sur la corde sensible. « On n'est allé nulle part depuis des mois, plaida-t-elle. J'ai besoin de me reposer. »« Tu ne travailles pas, remarquai-je calmement. Chaque jour est un jour de repos pour toi. » Céline explosa. « Tu es sans cœur, hurla-t-elle. Tu es devenu un robot qui ne pense qu'à l'argent. » Je ne haussai pas le ton. « Tu te souviens combien de fois on est sortis ces 6 derniers mois ? Restaurant, café, cinéma, concert. » Elle parut déstabilisée. « Ce n'est pas pareil. » « Qu'est-ce qui n'est pas pareil exactement ?» Céline ne trouva rien à répondre et se retira dans la chambre. Les jours suivants, la tension monta d'un cran. Céline essaya par tous les moyens de reprendre le contrôle. Tantôt elle faisait des crises, tantôt elle m'ignorait, tantôt elle tentait de me séduire. Je restais froid et courtois, refusant de mordre à l'hameçon. Je me sentais comme un joueur d'échecs, calculant plusieurs coups à l'avance. Un soir, Céline déclara que si je ne changeais pas, elle demanderait le divorce. Je la regardai calmement. « C'est ton droit ?» répondis-je. Elle s'attendait manifestement à une autre réaction, des larmes, des supplications, des promesses. Elle resta interdite, tenta de poursuivre, mais je l'interrompis. « Si tu veux divorcer,
Je suis prêt à discuter des détails. Céline blêmit. Ça t'est vraiment égal, murmura-t-elle. Non, admis-je. Mais je suis épuisé par tes manipulations. Et je ne retiendrai pas quelqu'un qui ne veut pas être avec moi. Elle fondit en larmes et courut s'enfermer dans la chambre. Je restai dans le salon, conscient que tout se dirigeait vers un dénouement. Le lendemain, j'appelai Mathis et lui racontai les derniers événements. Il m'écouta attentivement. « Ta stratégie est risquée, dit-il, mais elle peut fonctionner. Attention à ne pas aller trop loin. Sois prêt à ce qu'elle parte vraiment. » « Je suis prêt à toutes les issues, » répondis-je. 2 jours plus tard, Céline relança le sujet du divorce. Elle se plaignit de ma froideur, prétendit que je n'étais plus l'homme qu'elle avait épousé. « Tu as raison, » dis-je. « Et toi non plus. Tu n'es plus la même. Si tu veux, on peut rencontrer un avocat et discuter du partage des biens. » Céline parut effrayée. « Qu'est-ce que tu veux dire ? En cas de divorce, on partage tout ce qui a été acquis pendant le mariage, expliquai-je posément. L'appartement est à moi, acheté avant notre union. La voiture t'a été offerte, mais je peux le prouver par les documents. Reste l'argent sur les comptes et les affaires qu'on peut diviser. » Céline m'écoutait bouche bée. Apparemment, elle n'avait pas pensé à l'aspect pratique d'un divorce. « J'ai droit à la moitié, protesta-t-elle faiblement. C'est la loi. » « La moitié de ce qui a été acquis pendant le mariage, précisai-je. Mais la plus grande partie de mes revenus part dans les dépenses courantes. Les économies sont minimes. » Céline sembla désemparée. « Et qu'est-ce que je ferai après le divorce ?» Je haussai les épaules. « C'est ton problème, comme ce sera le mien. » Elle éclata en sanglots et sortit en courant. Je savais que je paraissais cruel, mais j'étais là de jouer le rôle du distributeur de billets et du mouchoir pour les pleurs. Si elle voulait le divorce, qu'elle en assume les conséquences. Le soir, Céline ne sortit pas pour dîner. Je mangeais seul, puis travaillais dans mon bureau jusqu'à tard dans la nuit. Le lendemain matin, je fus réveillé par la sonnette. J'ouvris. Les parents de Céline se tenaient sur le seuil. Le père avait un visage sombre, la mère les yeux rougis. Je les invitai à entrer, leur proposer du thé. Ils s'installèrent dans le salon et le père prit la parole. « C'est vrai que tu mets Céline à la porte ?» demanda-t-il. Je fus surpris. « Je ne la mets pas dehors, répondis-je. Je discute simplement d'un éventuel divorce que c'est elle qui a proposé. » Le père fronça les sourcils. « Elle nous a appelés en larmes. Elle dit que tu as changé, que tu es devenu agressif et avare. » La mère renifla. « Je ne m'attendais pas à ça de votre part, ajouta-t-elle. »« Écoutez ma version, proposai-je. Je leur racontai comment, ces derniers mois, Céline réclamait toujours plus d'argent, d'attention, de divertissement. Comment elle avait proposé une relation ouverte. Comment elle me manipulait. Je sortis même les relevés bancaires des 6 derniers mois, montrant les dépenses pour ses vêtements, les restaurants, les sorties. La somme était impressionnante, même à mes yeux. Le père regarda les chiffres et se renfrogna. La mère se tut. « Je travaille 12 heures par jour pour qu'on vive bien, expliquai-je. Et en retour, je n'ai droit qu'à des reproches. Je suis fatigué d'être coupable de tout. Si Céline veut vraiment divorcer, je suis prêt à en discuter. » Les parents échangèrent un regard. Le père admit qu'il ignorait ces détails, que Céline avait raconté une toute autre histoire. La mère demanda si elle pouvait parler à sa fille. Je hochai la tête et appelai Céline. Elle sortit de la chambre, les yeux gonflés, vit ses parents et se précipita dans les bras de sa mère. « C'est vrai ce qu'il raconte ?» demanda le père. Céline se troubla, essaya de se justifier mais s'embrouilla dans ses explications. La mère la repoussa doucement. « Pourquoi tu nous as menti ?» demanda-t-elle sèchement. Céline fondit en larmes. « Je voulais juste que vous soyez de mon côté, avoua-t-elle. » Le père secoua la tête. « Je suis déçu. Je ne t'ai pas élevé comme ça. Je ne comprends pas pourquoi tu fais tout ça. » Céline tenta de se défendre, répétant qu'elle se sentait malheureuse, qu'elle voulait plus de la vie. « Tu as tout, » rétorqua son père. « Un toit, un mari, une vie confortable. Si ça ne te suffit pas, le problème vient de toi, pas des autres. » Les parents repartirent, laissant Céline en larmes. Je ne cherchais pas à la consoler. Je savais que c'était une leçon nécessaire. Le soir, elle sortit de la chambre et me demanda si on pouvait parler. Nous nous assîmes à table. Elle commença à s'excuser.
Elle dit qu'elle n'avait pas voulu gâcher les choses, qu'elle s'était perdue, que ses amis l'avaient influencée. Je l'écoutais sans l'interrompre. Quand elle eut terminé, je lui demandai ce qu'elle voulait vraiment. Céline hésita, puis admit qu'elle ne savait pas, qu'elle avait vu de belles images sur les réseaux sociaux et qu'elle voulait la même chose, sans comprendre ce qu'il y avait derrière. Derrière chaque belle image, il y a du travail, des efforts, expliquai-je. Parfois des dettes et des problèmes qu'on ne montre pas. On a une chance de réparer tout ça ? Demanda-t-elle d'une petite voix. Je répondis honnêtement. Je ne sais pas. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je suis épuisé par cette tension permanente. Elle hocha la tête. Je comprends. Les jours suivants se déroulèrent dans un étrange silence. Céline se faisait discrète, ne provoquait plus, n'exigeait plus rien. Je l'observais et voyais qu'elle réfléchissait réellement. Un soir, elle me fit un aveu qui me glaça. Elle était endettée. Toutes ces choses qu'elle achetait pour son blog, elle les avait en partie financées par des cartes de crédit. L'équivalent de 2200 € s'était accumulé. Je restais bouche bée. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Céline fondit en larmes. J'avais peur. Je pensais que j'arriverais à gagner de l'argent avec le blog et à rembourser. Je soupirais. C'est un problème qu'il faut régler. On va faire un plan de remboursement ensemble. Nous nous installâmes devant l'ordinateur, listâmes tous les crédits. Les intérêts s'accumulaient, la somme grossissait chaque mois. Je proposais de rembourser les crédits les plus coûteux avec nos économies et que Céline paye le reste elle-même en trouvant un emploi. Elle accepta, pour la première fois, sans discuter. Dès le lendemain, Céline se mit à chercher du travail. Elle trouva plusieurs offres intéressantes, envoya son CV. Une semaine plus tard, on la convoqua pour un entretien dans une petite agence de publicité pour un poste d'assistante. Elle était nerveuse. Je l'encourageai, lui dis qu'elle allait y arriver. 3 jours plus tard, Céline rentra du travail fatiguée, mais les yeux brillants. Elle me parla de ses collègues, des projets, de la façon dont c'était passionnant de découvrir ce métier. Je l'écoutais et voyais qu'elle aimait vraiment ça. Peut-être qu'il lui manquait simplement un sens, une structure dans sa vie. Mais la tension entre nous n'avait pas disparu. Je n'arrivais toujours pas à oublier ses messages, ses manipulations, ses exigences. Céline le sentait et tentait de se racheter. Elle préparait les dîners, s'intéressait à mon travail, ne demandait plus d'argent. Mais la confiance ne revient pas comme ça. Un soir, je la trouvai en larmes dans la cuisine. « Qu'est-ce qui se passe ? Je me sens tellement mal, sanglota-t-elle. Je réalise à quel point j'ai tout gâché. Je ne sais pas comment regagner ta confiance. » Je m'assis près d'elle. La confiance ne se reconstruit pas avec des mots, mais avec des actes. Et ça prend du temps. « On a un avenir, toi et moi ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Je veux voir si tu as vraiment changé, ou si c'est encore un jeu. » Elle hocha la tête. « Je te le prouverai. » 1 mois plus tard, Céline connut sa première vraie crise au travail. Elle s'était trompée dans des calculs pour un client et tout le projet devait être refait. Son supérieur la convoqua pour un rappel à l'ordre sévère. Céline rentra en larmes. Je l'écoutais, sans la consoler avec des phrases creuses. Je lui demandai ce qu'elle comptait faire. Elle parut désemparée. « Je ne sais pas. Je ne suis peut-être pas faite pour ce travail. »« Tout le monde fait des erreurs, surtout au début, » répliquai-je. « Ce qui compte, c'est de ne pas baisser les bras, de corriger et d'apprendre. » Céline me regarda, surprise, comme si elle ne s'attendait pas à cette réaction. Le lendemain, elle alla voir son chef, s'excusa, proposa un plan pour corriger l'erreur. Il apprécia sa responsabilité et lui donna une seconde chance. Céline travailla sur le projet jusqu'à tard dans la nuit. Je l'aidai en donnant quelques conseils d'organisation. Le projet fut livré à temps. Le client fut satisfait. Céline rentra, radieuse, et me serra dans ses bras. « Merci pour ton soutien. » Pour la première fois depuis des mois, je ressentis quelque chose de chaleureux envers elle. Peut-être qu'il y avait une chance qu'on remette les choses en ordre, mais je n'étais pas encore prêt à lui faire totalement confiance. Quelques semaines passèrent encore. Céline continuait à travailler, à rembourser ses dettes, et passait beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux. Un jour, elle proposa d'elle-même de se désabonner de plusieurs comptes de blogueuses qui, avoua-t-elle, provoquaient en elle jalousie et attentes irréalistes. Je soutins sa décision.
Mais un soir, je la vis de nouveau échanger des messages avec Nathalie. Mon cœur fit un bond. Je m'approchai et demandai de quoi elle parlait. Céline ne chercha pas à cacher. Elle me montra l'écran. Nathalie écrivait des choses venimeuses sur moi, me traitant de tyran et de manipulateur. Céline avait répondu que c'était faux, que j'étais simplement fatigué de son comportement et que j'en avais le droit. Je fus surpris. « Depuis quand tu penses ça ?» Céline soupira. « Ce dernier mois, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai compris que Nathalie n'est pas quelqu'un dont les conseils valent quelque chose. Je vais limiter mes contacts avec elle. » Je sentis quelque chose se réchauffer en moi. Le soir même, je proposai à Céline de retourner voir Mathis ensemble. Elle accepta. Mathis nous écouta tous les deux et déclara qu'il voyait un réel progrès, que Céline changeait vraiment, mais que moi aussi, je devais travailler sur moi-même, apprendre à pardonner et à lâcher prise sur les rancœurs. Je hochai la tête. Il avait raison. Sur le chemin du retour, Céline prit ma main. Nous marchâmes en silence, et ce silence était confortable, apaisé. Pour la première fois depuis plusieurs mois, j'eus l'impression que nous étions de nouveau une équipe, et non plus des adversaires. Mais la vie ne nous laissa pas souffler. Une semaine plus tard, il se produisit quelque chose que je n'avais pas anticipé. Céline rentra à la maison, pâle, s'assit sur le canapé et resta longtemps silencieuse. Je lui demandai ce qui se passait. Elle prit une longue inspiration. « Il y a une conversation que je dois finir, dit-elle d'une voix blanche. » Je me préparai au pire. Céline commença par des détours. Elle raconta que ces derniers mois l'avaient amenée à beaucoup réfléchir, qu'elle avait compris à quel point elle avait été égoïste et aveugle, qu'elle m'était reconnaissante pour ma patience même si elle ne la méritait pas. Puis elle avoua. L'été dernier, quand tout avait commencé, il y avait eu quelqu'un. Pas de tromperie physique, mais des messages, des rencontres dans des cafés, du flirt. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Qui était-ce ? Un blogueur avec qui j'échangeais, répondit-elle. On parlait de collaboration. Il me faisait la cour, me complimentait, promettait de m'aider à développer mon compte. Je ne suis pas allé plus loin, mais les pensées étaient là. Je me levai sans un mot et sortis sur le balcon. Je fixais la ville en contrebas, essayant de comprendre ce que je ressentais. Colère, douleur, déception. Tout se mélangeait en une boule compacte. Céline me rejoignit, les yeux rougis. Je me tournai vers elle. « Pourquoi tu me racontes tout ça maintenant ?»« Parce que je ne peux pas reconstruire quelque chose sur un mensonge, » répondit-elle. « Ça me ronge de l'intérieur. Je veux être honnête, quelles que soient les conséquences. » Je hochai la tête. « J'ai besoin de temps. » Elle n'objecta pas. Les jours suivants, je vécus comme dans un brouillard. Je travaillais, rentrais à la maison, parlais à peine à Céline. Elle ne s'imposait pas, me laissait de l'espace. J'appelai Mathis. Il me conseilla de ne pas prendre de décision dans l'émotion, de me donner le temps de digérer. Une semaine plus tard, je proposai à Céline une vraie discussion. Nous nous assîmes l'un en face de l'autre à la table. Je pris la parole. « Je te remercie pour ton honnêteté, dis-je calmement. Mais ça n'efface pas la douleur. Ces derniers mois, j'ai été épuisé de me battre seul pour notre couple. Je ne sais pas si j'ai la force de pardonner et de continuer. » Céline l'écoutait en silence, les larmes coulant sur ses joues. Quand je terminai, elle prit la parole. « Je te comprends, murmura-t-elle. Je ne te demande pas de me pardonner parce que je ne le mérite pas. Mais je veux une chance de réparer. Pas pour moi, pour nous. Ces derniers mois, j'ai compris ce qu'est le véritable amour. Ce n'est pas une photo sur un écran. C'est quelqu'un qui te soutient même quand tu ne le mérites pas. » Je lui posai la question qui me taraudait depuis des semaines. « Si je te mets devant un ultimatum, une vraie vie, avec toutes ses difficultés et le travail sur soi, ou la liberté, avec ses illusions et ses nouvelles sensations, tu choisis quoi ?» Sans hésiter, elle répondit « La vraie vie. » Je la regardai dans les yeux. Je ne vis plus la jeune femme capricieuse d'avant, mais une femme adulte qui avait fait un choix. « Je suis prêt à essayer, dis-je, mais à certaines conditions. Plus de manipulation, plus de mensonges, transparence financière totale. On travaille sur notre relation avec un psychologue, et surtout, égalité. Je ne te dois rien, tu ne me dois rien. On est partenaires.
Céline acquiesça et accepta toutes les conditions. Elle tendit la main par-dessus la table. Je pris sa paume dans la mienne. Nous restâmes ainsi plusieurs minutes, sans parler. Ce n'était pas un happy end de film, mais le début d'un long travail. La semaine suivante, un événement vint définitivement remettre les choses en place. Nathalie appela Céline et lui proposa de se voir. Céline me demanda si je voulais écouter la conversation sur haut-parleur. J'acceptai. Nathalie commença à faire pression. « Tu es en train de devenir une femme au foyer », lança-t-elle. « Il te contrôle. Tu dois reprendre ta liberté. » Céline l'écouta calmement, puis répondit. « La liberté sans responsabilité, ce n'est pas de la liberté, c'est de l'infantilisme. J'ai enfin compris la différence entre indépendance et solitude. Je te remercie pour ton soutien, Nathalie, mais nos chemins se séparent. » Nathalie, vexée, raccrocha brutalement. Céline me regarda et sourit. Pour la première fois depuis des mois, un vrai sourire. Mais le plus important se produisit quelques jours plus tard. Je rentrais du travail et entendis Céline parler avec quelqu'un dans la cuisine. J'entrai et la vis devant son ordinateur, en visioconférence avec une femme. Céline me vit et fit les présentations. C'était une psychologue qu'elle avait trouvée elle-même pour des consultations individuelles, afin de mieux se comprendre, d'affronter ses peurs et ses désirs. Je hochai la tête et sortis pour ne pas la déranger. Je restai dans le couloir, et pour la première fois depuis longtemps, je ressentis de l'espoir. Pas parce que les problèmes avaient disparu, mais parce que Céline prenait la responsabilité de sa propre vie. C'était le signe qu'elle changeait vraiment. Le soir, nous nous installâmes dans la cuisine autour d'un thé. Céline nous raconta sa séance avec la psychologue. Elle avait compris que la plupart de ses exigences et de son mécontentement venaient d'une peur profonde de ne pas être assez bien. Les réseaux sociaux amplifiaient cette peur, créant l'illusion que tout le monde était plus heureux et plus accompli. Ses demandes envers moi étaient une tentative de combler un vide intérieur avec des choses extérieures. Je l'écoutais et comprenais que c'était exactement ce dont Mathis avait parlé. Mais l'entendre de la bouche de Céline était encore plus important. Je partageais mes propres sentiments. Je lui racontais que ces derniers mois, je ne m'étais plus senti comme un mari, mais comme une fonction. Que je voulais voir à mes côtés une partenaire, pas une personne à charge. Que j'étais fatigué de devoir prouver ma valeur. Céline hocha la tête. « Je comprends maintenant à quel point je t'ai blessé, dit-elle. Je vais travailler sur moi pour devenir la personne que tu mérites. » Non, corrigeai-je, pas la personne que je mérite, la personne que tu veux être toi-même. Pour toi, pas pour moi. Ce fut le moment décisif. Nous établîmes de nouvelles règles de vie. Céline continuerait à travailler et à rembourser ses dettes. Une fois par semaine, nous allons voir Mathis pour des consultations de couple. Céline voit sa propre psychologue 2 fois par mois. Nous passons tous les deux moins de temps sur nos téléphones et davantage à discuter ensemble. Nous avons séparé nos finances. Un compte commun pour l'appartement et les dépenses courantes, des comptes personnels pour chacun. Céline contribue proportionnellement à son salaire. Cela lui a donné un sentiment d'indépendance et à moi, un soulagement. Les décisions, nous les prenons ensemble, en discutant tous les arguments. 1 mois plus tard, Céline connut une percée au travail. Elle imagina une idée créative pour une campagne publicitaire. Son chef apprécia. Le projet remporta l'appel d'offres. On lui augmenta son salaire et on lui proposa une promotion. Elle rentra à la maison radieuse, racontant tout d'une traite. Je la serrai dans mes bras. « Je suis fier de toi. » C'était vrai. Mais tout n'était pas parfait. Il y eut des moments où je me surpris à me méfier, à vérifier son téléphone, à douter de sa sincérité. Il y eut des soirs où Céline craquait et pleurait de fatigue et de culpabilité. Nous apprenions à traverser cela ensemble, sans étouffer les problèmes. Un soir, alors que nous étions allongés dans le lit avant de dormir, Céline me demanda si je regrettais de ne pas avoir divorcé à l'époque. Je réfléchis, puis répondis honnêtement. Il y a eu des moments où j'ai voulu tout abandonner. Mais maintenant, je suis content de ne pas l'avoir fait. Parce que j'ai vu comment les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. Céline se blottit contre moi. Moi aussi, je suis contente, murmura-t-elle. Ces nouvelles sensations que je cherchais n'étaient pas du tout ce que je croyais. Les vraies nouvelles sensations,
C'est quand tu te réveilles le matin et que tu n'as pas peur de te regarder dans le miroir. Quand tu es fier de toi, pas de ce que tu as posté sur les réseaux. Quand à tes côtés il y a quelqu'un qui croit en toi, même quand toi-même tu n'y crois pas. Je l'embrassais sur le front et pensais qu'elle avait raison. Parfois, pour vivre de nouvelles sensations, il ne faut pas changer de vie, il faut se changer soi-même. Épilogue. 6 mois ont passé depuis cette conversation. Je me tiens sur le balcon, une tasse de café à la main, regardant l'aube se lever sur la ville. Céline dort encore. Hier, elle a présenté un projet important. Elle est rentrée tard, mais heureuse. Son équipe a décroché un gros client et son chef a évoqué une possible promotion au poste d'assistante manager. Je pense à la façon dont notre vie a changé. Céline ne passe plus des heures sur les réseaux sociaux. Elle a supprimé la plupart des applications, ne garde que les comptes professionnels. Elle dit qu'elle ne regrette rien, que la vraie vie s'est révélée plus intéressante que les images sur un écran. Elle a aussi transformé son blog. Maintenant, elle écrit sur son travail, sur son parcours d'une jeune femme immature vers une femme autonome. Elle parle honnêtement de ses problèmes et de ses erreurs. Son audience a atteint 10 000 abonnés, de vraies personnes qui lisent et réagissent. Plusieurs marques lui ont proposé des partenariats. Elle gagne environ 330 € par mois avec ça. Ce ne sont pas des millions, mais de l'argent honnête pour du contenu authentique. Les dettes sont presque remboursées. Encore 2 mois et nous serons libérés de ce poids. Céline paie chaque mois, sans manquer une échéance. Elle dit que c'est sa responsabilité et refuse que je l'aide. Je respecte cela. Notre relation a changé. Nous ne jouons plus, nous ne manipulons plus, nous ne nous vérifions plus. Nous avons appris à parler franchement de nos sentiments, de nos peurs, de nos désirs. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est honnête. Nous voyons Mathis toutes les 2 semaines. Il dit qu'il voit des progrès, mais que le travail continue. La confiance se rétablit lentement, mais sûrement. Il y a des moments où les vieilles blessures refont surface, mais nous avons appris à en parler au lieu de les taire. Il y a 1 mois, nous sommes partis pour la première fois en 6 mois passer un week-end à la campagne. Pas dans une station balnéaire luxueuse, mais dans une petite maison au bord d'un lac, louée pour une bouchée de pain. C'est Céline qui l'a proposé. Elle voulait passer du temps ensemble, sans téléphone, sans agitation. Nous avons marché, cuisiné sur un feu de camp, parlé jusqu'à la nuit. C'était mieux que n'importe quel restaurant ou spectacle. J'ai compris alors que ces nouvelles sensations qu'elle cherchait avaient toujours été là. Il suffisait de s'arrêter et de les voir. Un coucher de soleil sur le lac en se tenant la main. Un fou rire autour d'une blague stupide près du feu. Le silence dans lequel il est confortable de se taire ensemble. Céline a changé physiquement aussi. Elle ne court plus après les marques et les tendances. Elle s'habille plus simplement, mais avec goût. Elle ne se coiffe pas tous les jours en boucle parfaite. Elle porte souvent une queue de cheval. Elle dit qu'elle s'aime mieux ainsi que lorsqu'elle essayait de ressembler aux blogueuses. Moi aussi, j'ai changé. J'ai appris à poser des limites sans me sentir coupable. Je travaille moins, j'ai délégué une partie des tâches, embauché un assistant. J'ai compris que l'entreprise est importante, mais pas plus que la famille. Nous dînons ensemble presque tous les soirs maintenant, et c'est un moment sacré. Les parents de Céline se sont excusés auprès de moi. Ils sont venus dîner il y a 1 mois. Le père a dit qu'il était fier de sa fille pour s'être reprise en main. La mère a pleuré et m'a remercié pour ma patience. J'ai répondu que je ne l'avais pas fait pour eux, mais pour moi, pour nous. Mes parents aussi ont remarqué les changements. Ma mère a dit que Céline était devenue différente, plus mature, plus responsable. Mon père a ajouté qu'il voyait une flamme dans ses yeux, mais que maintenant c'était la flamme de la détermination, pas du mécontentement capricieux. Céline s'est découvert un hobby. Elle s'est inscrite à des cours de poterie. 1 fois par semaine, elle va dans un atelier, façonne des bols, des vases, des figurines. Elle rentre couverte d'argile, mais heureuse. Elle dit que c'est une méditation, que ça l'aide à éteindre son cerveau et à simplement être dans l'instant. Je la soutiens. Je lui ai acheté des outils professionnels pour son anniversaire. Quant à cette histoire avec le blogueur, nous en avons parlé plusieurs fois lors des séances avec Mathis. J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. C'est une cicatrice qui rappelle que les relations sont fragiles et demandent de l'attention.
Céline ne m'a plus jamais donné de raison de douter d'elle. Elle m'a ouvert l'accès à tous ses comptes, bien que je ne le lui ai pas demandé. Céline a croisé Nathalie par hasard dans un café il y a 2 semaines. Celle-ci s'est approchée, a tenté d'engager la conversation, mais Céline lui a dit poliment mais fermement qu'elle suivait des chemins différents. Nathalie s'est vexée et est partie. Céline me l'a raconté le soir même et j'ai vu qu'elle ne regrettait rien, qu'elle avait laissé partir une amitié toxique, sans douleur. Au travail aussi, des changements sont survenus. Nous avons bouclé ce grand projet, signé un nouveau contrat avec des partenaires européens. L'entreprise grandit, mais je ne travaille plus comme un forcené. J'ai appris à me reposer, à déléguer, à faire confiance à mon équipe. Parfois, le soir, nous nous asseyons sur ce balcon avec Céline et nous parlons simplement de l'avenir, de nos projets, de nos rêves. Elle veut se lancer dans la direction artistique dans 1 an. Je prévois d'ouvrir un second bureau. Nous ne nous précipitons pas pour avoir des enfants. Nous avons décidé de d'abord solidifier notre couple, puis de penser à agrandir la famille. Je lui ai demandé l'autre jour si elle regrettait quelque chose de ce qui s'était passé. Céline a réfléchi et a répondu honnêtement qu'elle regrettait la douleur qu'elle m'avait causée, mais pas la crise elle-même, parce qu'elle l'avait forcée à se réveiller et à voir la réalité. Sans elle, elle aurait continué à vivre dans des illusions et aurait un jour tout perdu pour de bon. Je comprends ce qu'elle veut dire. Cette crise a été comme une opération, douloureuse, mais nécessaire. Elle a excisé de notre vie tout ce qui était toxique et faux, ne laissant que l'authentique. Maintenant, je suis debout sur le balcon. Je bois mon café et je pense que le bonheur, ce n'est pas de nouvelles sensations tous les jours. C'est quand tu sais que la personne à tes côtés te choisit chaque matin. Pas parce que tu es parfait, mais parce que vous êtes tous les deux prêts à travailler sur votre relation. Céline sort sur le balcon, dans mon t-shirt, ensommeillée, les cheveux ébouriffés. Elle m'enlace par derrière, pose sa tête sur mon épaule. « Bonjour », murmure-t-elle. J'embrasse sa main et réponds de même. C'est un matin ordinaire d'un jour ordinaire. Pas d'hélicoptère, pas de champagne sur un toit, pas d'extrême. Juste nous deux, une tasse de café et l'aube. Et c'est mieux que toutes les nouvelles sensations qu'on peut acheter avec de l'argent. Parce que les vraies nouvelles sensations, c'est quand tu cesses de les chercher à l'extérieur et que tu les trouves à l'intérieur, en toi, dans ta relation, dans ces moments simples que tu ne remarquais pas avant. « À quoi tu penses ?» demande Céline. Je souris. « À la chance qu'on a eue ?» Elle me regarde, surprise. J'explique qu'on a eu de la chance que tout se passe exactement comme ça, qu'on ne se soit pas séparés au pic de la crise, qu'on ait trouvé la force de traverser ça ensemble. Elle hoche la tête. Moi aussi je le pense. Merci de ne pas avoir abandonné, de m'avoir donné une chance de devenir meilleur. Je ne t'ai pas donné de chance, je corrige. J'ai juste cru que tu pouvais changer, et tu as prouvé que cette foi n'était pas vaine. Nous restons enlacés, regardant la ville qui se réveille. Quelque part là-bas, des milliers de gens font défiler leurs réseaux sociaux, se comparent aux autres, courent après des illusions. Nous y étions aussi, mais nous nous en sommes sortis. Et cela nous rend plus forts. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de travail à faire, que les relations ne sont pas une destination mais un chemin, qu'il y aura de nouvelles crises, de nouveaux problèmes, de nouvelles déceptions. Mais maintenant, je sais qu'on s'en sortira, parce qu'on a appris l'essentiel, être honnête l'un envers l'autre et envers nous-mêmes. Céline se tourne vers moi et sourit, ce même sourire dont je suis tombé amoureux il y a 3 ans. Sincère, chaleureux, authentique. Pas pour une photo de blog, mais pour moi. Et je comprends que ce sont ça les vraies nouvelles sensations. Quand un vieil amour devient nouveau, parce que vous avez tous les deux grandi et changé. Nous rentrons dans l'appartement et une journée ordinaire commence. Petit déjeuner, préparatifs pour le travail, baiser sur le seuil. Rien d'extraordinaire. Mais c'est justement dans cette simplicité que réside le vrai bonheur.